Si le temps est affaire de conscience, et si ce temps est affaire de conscience, la conscience de l'humain vis-à-vis d'une réalité immatérielle, nous nous demandons qu'est-ce qui se passe dans les états modifiés de conscience. Comme par exemple les situations d'urgence que nous avons tous vécues et dans lesquelles le cerveau propose une stratégie de survie, parfois, qui ressemble beaucoup et qui a des points communs avec les états de transe, à savoir une augmentation de la force, une diminution de la perception de la douleur et une perception du temps qui est modifiée. Ça m'est arrivé il y a quelques années alors que mon deltaplane partait en piqué. Et cette stratégie de survie s'est mise en place au moment où j'avais accepté, j'allais m'écraser, c'était terminé. Et là, comme dans un film au ralenti, j'ai vu mes mouvements se décomposer et ils avaient une force que je ne soupçonnais pas. Et sans savoir pourquoi, ni comment, ni en combien de temps, je me suis retrouvée dans un des arbres qui bordait la piste d'atterrissage, tenue par les suspentes de mon aile et sans une seule égratignure. Alors, Corinne, cet état-là, c'est un état qui est très très proche d'un état de conscience modifié. Et en fait, il n'y a pas que la conscience qui est modifiée dans cet état-là. Il y a également en fait tout le corps qui est modifié. Une des choses que l'on apprend, c'est que on regarde les états du cerveau avec un certain nombre d'outils aujourd'hui qui sont ceux des neurosciences. Et par conséquent, la chose qui était importante, c'est de voir si, par des techniques de type IRM fonctionnel, quand on est dans ces états-là, c'est un peu difficile d'aller mesurer ça avec une IRM pendant la chute pendant cette chute-là, mais pour des gens qui, comme toi, ont traversé des états de transe, comme on les a vus dans cette annonce où on t'a vu dans un état différent, alors l'idée, c'était évidemment de regarder si ces états-là avaient une trace qui était interprétable. Et ce que vous avez ici au milieu, ce sont des images d'IRM fonctionnelles de l'un parmi les 19 personnes qui ont été placées en état de transe avec une induction au tambour dans un appareil d'IRM sans trop bouger. Et en fait, la première chose que l'on voit, c'est effectivement qu'il y a un certain nombre de zones du cerveau qui sont actives. Et ces zones de cerveau qui sont actives ne sont pas les zones qui sont actives en état de conscience ordinaire. Donc la première chose qui a été observée avec ces techniques-là, c'est qu'on a une réorganisation en fait, des zones du cerveau, on a une recombinaison des zones efficaces du cerveau dans ces états de transe. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était que cette réorganisation, cette reconfiguration du cerveau, eh bien, elle ne dépendait pas des gens. Sur les 19 personnes qui étaient là, la reconfiguration était quasi identique. Donc, on a affaire à un processus qui n'est pas du tout un processus du genre simulacre, qui n'est pas du tout un processus du genre ritualisation, mais sans contenu neurologique. Non, c'est quelque chose qui, du point de vue neurologique, est quelque chose de définitivement établi et qui permet de dire ah, si on est dans un état de transe, alors on a une signature de cet état de transe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec ces états-là, eh bien, les circuits qui sont en jeu pour pouvoir façonner en quelque sorte le temps, eh bien, ces circuits-là ne vont pas fonctionner de la même façon si vous êtes en état de conscience ordinaire ou si vous êtes en état de transe. Par conséquent, le temps va être modulé par des états et vous pouvez petit à petit constater qu'il y a différents types de temps qui travaillent en même temps, la même personne. Donc voilà la première chose que l'on peut déduire. Et peut-être que
ce qui serait bien, c'est si tu pouvais nous montrer un peu ce que c'est qu'une transe. Eh bien, nos recherches nous ont permis de comprendre, lors d'un premier protocole en 2007 à Edmonton, au Canada, dans un hôpital psychiatrique, que la transe chamanique pouvait s'induire par la seule volonté. Et les résultats ont montré que la transe provoquait une modification profonde du fonctionnement cérébral. Et à partir de là, nous nous sommes dit, donc la transe n'est pas réservée qu'aux chamans, mais elle est simplement un potentiel cognitif. Et non seulement elle est un potentiel cognitif, mais elle peut s'induire par la seule volonté. Dans la vidéo que vous allez voir, je suis en transe, j'ai induit la transe par la seule volonté. Et cette transe, nous l'appelons désormais transe cognitive. Voilà pourquoi nous l'appelons plus transe chamanique, parce qu'elle est détachée de toute expression culturelle et de tout rituel. On a réalisé qu'il était possible de la vivre dans ces conditions. Alors là, vous allez voir une transe cognitive, donc induite par la seule volonté, qui va effectivement modifier ma perception de mon environnement. Tous les sons que je fais et les gestes, je ne les décide pas, ils se produisent tout seuls. C'est un phénomène de dissociation qu'on a remarqué, mais qui est non pathologique. Et vous allez voir que si vous me demandez combien de temps a duré le son que vous allez entendre, moi j'aurais dit juste après l'expérience 2-3 secondes. Et en fait, vous allez voir que ce son dure 21 secondes. Pour essayer de comprendre ces états-là, la chose qui a été tentée, c'était de mettre Corinne dans une EEG et de regarder quel était l'état de son cerveau avec une EEG. Donc là, vous avez une image, ce n'est pas tout à fait celle qu'on prend d'habitude pour les photos de vacances, mais c'est une image du cerveau de Corinne. Simplement, ça a été découpé en plusieurs étapes de façon à faire apparaître les dépendances en fréquence, les dépendances en localisation et les dépendances en intensité. Une fois que cet enregistrement est fait, évidemment, tout le problème est de travailler, d'interpréter ces résultats. Et l'interprétation qui vient derrière ces mesures, c'est que pendant cet état de transe, en fait, en transe cognitive, vous avez une dominance de l'hémisphère gauche qui passe vers l'hémisphère droit. Et en même temps, se met en place un état de type dissociatif. Par conséquent, vous avez une partie de la conscience qui travaille comme de la conscience ordinaire et une autre partie de la conscience qui travaille comme une conscience amplifiée, avec des temps caractéristiques qui sont très différents et qui permettent justement de faire la différence entre les circuits qui sont en jeu. Pour la partie de la conscience ordinaire, aujourd'hui, on sait très très bien qu'on est aux alentours de 300 millisecondes pour avoir l'émergence de la conscience ordinaire. Alors que par contre, quand il s'agit de la conscience de l'état de transe, on a des circuits qui fonctionnent à la vitesse d'à peu près 50 millisecondes, ce qui veut dire qu'on travaille avec la partie subconsciente, avec la partie des circuits qui sont subconscients. Alors, ces choses-là donnent naissance à des interprétations et à des impacts sur le temps qui sont intéressantes à considérer et qui correspondent à un certain nombre d'observations qui ont déjà été faites avant. Et je veux citer pour vous fixer un peu les idées. En 1922, Ernst Mach, alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien le nom, vous devez connaître Mach 1, Mach 2, Mach 3, bon, ben c'est lui, c'est celui-là, physicien, écrit un livre sur la physique des sensations, comment nous percevons nos sensations. Et il écrit un petit chapitre sur une expérience sur la perception du temps
qu'ils ont fait avec des chirurgiens. Les chirurgiens font une saignée avec une petite lancette, et au moment où ils piquent la lancette, il y a évidemment une goutte de sang qui apparaît. Le chirurgien dit « Je vois la goutte de sang avant de voir la lancette rentrer dans la peau ». Il prend les étudiants qui sont là et il leur demande de répéter l'expérience. Ils répètent l'expérience et c'est uniforme. Et ils disent « On voit le sang avant que la lancette rentre dedans ». Ça pourrait sembler paradoxal. Ce n'est pas paradoxal. La lancette est sous le contrôle conscient, 300 millisecondes. La vision, en l'occurrence, est inconsciente, 50 millisecondes. Donc je vois la goutte de sang avant la lancette. Alors voilà des choses qui nous permettent de comprendre que ces états, qui sont des états dissociés, nous permettent de voir que le temps peut être perçu de façon différente. La dissociation, pour ceux qui ne sont peut-être pas très, très familiers, c'est ce qui vous arrive quand vous êtes en train de conduire pour aller au boulot et puis vous êtes en train de penser à la réunion qui va avoir lieu pendant la matinée. Alors vous avez la conscience qui est bien en place pour conduire, mais en même temps vous avez aussi la réunion qui se passe dans un film dans votre tête. C'est ça la dissociation. Elle n'est pas pathologique, cette dissociation. Et dans le cas de l'état de transe cognitive, ce sont des dissociations qui sont également non pathologiques. Donc voilà les quelques choses que l'on pouvait dire sur le fonctionnement du cerveau de Corinne et ce qui est associé. Mais peut-être tu peux nous présenter encore quelques cas de figure où il y a des problèmes de temps. Oui, il y a d'autres choses encore qui se passent. On a initié en 2015 un programme de recherche qui nous a permis d'entraîner et de former plus de 500 volontaires à la transe. Alors tous ont eu une modification de la perception du temps, mais il s'est passé un phénomène pour la plupart d'entre eux qu'on n'avait pas repéré encore, qui était le flux d'informations reçues pendant la transe est tellement amplifié que les chercheurs et les artistes que vous allez voir, qui essaient de représenter visuellement ce flux d'informations, il est tellement important qu'ils ont besoin d'avoir les deux mains à la fois pour dessiner, pour essayer d'exprimer ce qu'ils sont en train de ressentir. Donc vous allez voir cette vidéo d'une étudiante des Beaux-Arts en Belgique. D'une main et dessiner de l'autre. Alors vous voyez que sa main tremble, le dessin et la transe n'est pas encore maîtrisé. Et dans le dessin que vous allez voir d'une autre étudiante, donc vous voyez que là non plus, ce n'est pas maîtrisé, mais l'intention de cette artiste, c'est d'arriver à représenter ce qu'elle ressent dans son corps, le mouvement qu'elle ressent dans son corps pendant une transe ou pendant qu'elle danse, et surtout aussi d'exprimer la représentation visuelle du temps. Donc là, ce n'est pas encore maîtrisé, mais vous allez voir qu'après quelques temps d'entraînement, pas beaucoup, elle va réussir à apprivoiser cette amplification du flux d'informations et réussir à dessiner ce que vous allez voir là. Pas mal, hein? Donc toujours en transe, hein, elle a dessiné ça en transe. Voilà, donc une des caractéristiques de ce qui s'est développé avec l'entraînement qu'a traversé Corinne, c'est d'arriver déjà à maîtriser deux choses qui n'étaient pas connues jusqu'à présent. C'était d'arriver à auto-induire la transe et à ne pas bouger, ce qui permet d'un seul coup d'amener cet état de conscience modifié au même titre que des techniques comme les techniques de méditation, les techniques de yoga, etc., où effectivement les gens peuvent ne pas bouger, peuvent être observés, etc. Pour les trans de type chamanique,
c'était absolument pas possible, et c'est toujours pas possible de sauter dans tous les sens, etc. Pour la transcognitive, eh bien, grâce à ces deux capacités, eh bien, on a ramené cette chose-là dans le champ de ce qui est possible d'étudier au niveau des neurosciences. Voilà, donc du point de vue des neurosciences aujourd'hui, ce qui est en jeu, là, ce sont les mesures par IRM, IRM fonctionnel, EEG, stimulation transcrânienne, stimulation magnétique transcrânienne, et qui se font maintenant au CHU de Liège. Alors on l'a compris, la transcognitive est une fonction cérébrale. Et parce qu'elle est, on peut l'induire uniquement par la volonté, ça nous permet de former et d'étudier de grandes cohortes, donc de transeurs, on les appelle les transeurs maintenant. Et là, vous voyez une cohorte qu'on a mise en place pour un protocole en juin dernier qu'on a fait avec le professeur Steven Loreis, donc pour étudier les mécanismes cérébraux liés à cet état de conscience modifié, mais pour le comparer aussi à l'hypnose, à la méditation, aux états de rêve, aux expériences de mort imminente, et tout ça. Donc ça, ce sera publié, il va falloir un peu de temps. Et ça nous permet aussi, ça va nous permettre probablement aussi d'approcher et d'avancer sur la compréhension de la temporalité, bien sûr, dans ces états-là. Absolument. On a un outil qui est à la fois une découverte sur le fonctionnement de ces états-là qui sont pratiqués depuis des milliers d'années dans l'humanité, mais de l'autre côté, on a très probablement une voie d'accès à des modes de fonctionnement du cerveau qui, si on devait les pratiquer, seraient très difficiles à pratiquer aussi facilement qu'avec ces outils-là, avec cette méthode-là. Et grâce à ces ouvertures, évidemment, l'idée c'était de pouvoir les pérenniser parce que ce n'est pas très très facile, ce sont des choses qui ne se font pas en quelques minutes. Pour étudier le temps dans ces états-là, il faut du temps. Et pour avoir ce temps-là, on a mis sur pied un institut de recherche pour étudier la trans, qu'on appelle transscience. Merci.